Bien avant que les soldats romains ne mettent le pied sur le sol britannique, la Grande-Bretagne était déjà liée au monde romain. Pendant près d'un siècle après les expéditions de Jules César, en 55 et 54 avant Jésus-Christ, les tribus de Grande-Bretagne avaient commercé, négocié et traité avec Rome depuis l'autre côté de la mer. Les biens, les pièces de monnaie, les coutumes et l'influence romain atteignirent lentement l'île, surtout dans le sud, où de puissants chefs tribaux commencèrent à nouer des relations avec l'Empire. Mais la Grande-Bretagne n'était pas encore une province romaine. Il n'y avait pas de légion romaine stationnée là-bas, pas de gouverneur romain dirigeant le territoire et pas de grande armée d'occupation. Au lieu de cela, la puissance de Rome se faisait sentir par la diplomatie, le tribut, les otages et des rois alliés qui dépendaient du soutien romain. C'était un équilibre délicat. La Bretagne restait indépendante, mais Rome n'était jamais très loin. Plusieurs empereurs ont envisagé de changer cela. Auguste a planifié des invasions à plusieurs reprises, mais chaque fois, des événements ailleurs dans l'Empire l'ont forcé à abandonner l'idée. Pour le moment, Rome trouvait plus utile d'influencer la Bretagne à distance que de la conquérir directement. Cependant, dans les années 40 après Jésus-Christ, la Bretagne devenait instable. Cela donna à l'empereur Claude exactement ce dont il avait besoin, une raison d'envahir. Quelques années plus tôt, Caligula avait rassemblé des troupes sur la côte faisant face à la Bretagne. Bien que sa campagne se soit terminée dans la confusion et n'ait jamais traversé la Manche, les préparatifs qu'il avait laissés derrière lui, les soldats, les navires, les provisions et même un phare à Boulogne ont aidé à rendre possible l'invasion ultérieure. Ainsi, lorsque Claude est arrivé au pouvoir, la Bretagne n'était plus seulement une île lointaine avec laquelle Rome entretenait des relations commerciales et diplomatiques. Elle était devenue une terre d'opportunités, de rivalités et de crises politiques. Quant à Rome, cette crise a ouvert la porte à la conquête. En l'an 43 après Jésus-Christ, l'empereur Claude a finalement tourné toute l'attention de Rome vers la Bretagne. La raison officielle de l'invasion était simple. Rome affirmait qu'elle venait pour rétablir Verica, le roi exilé des Atrébates, sur son trône. Verica avait été chassé par ses ennemis en Bretagne et avait fait appel à Rome pour obtenir de l'aide. Pour Claude, c'était l'excuse parfaite. Ce qui semblait être un acte de protection était en réalité le début de la conquête. L'invasion fut placée sous le commandement d'Aulus Plautius, un sénateur et général romain expérimenté. Sous ses ordres venait une puissante armée composée de légionnaires et de troupes auxiliaires venues de tout l'Empire. Les armées romaines étaient souvent flexibles, avec des unités déplacées d'un endroit à l'autre selon les besoins, donc il est difficile de connaître la situation exacte avec certitude. Il est clair que ce n'était pas un simple raid, ni une démonstration de force. Claude avait envoyé l'une des expéditions militaires les plus importantes que Rome ait jamais lancées contre la Bretagne. Derrière cela se trouvait l'ambition, la politique et le désir de gloire. La première grande résistance à Rome fut menée par deux frères, Togidumnus et Caratacus, fils de l'ancien roi des Catuvélaoniens. Ils savaient ce qui était en jeu. Si Rome brisait leur pouvoir, le sud de la Bretagne tomberait. Ils ont donc mobilisé une grande force pour stopper les envahisseurs avant leur progression dans les terres. Les deux armées se sont rencontrées à un passage de rivière, probablement près de l'actuel Rochester sur la rivière Medway. Là, les Bretons ont tenu leur position. La bataille fut féroce et dura 2 jours. Les soldats romains se sont battus pour forcer le passage à travers le fleuve, tandis que les guerriers bretons tentèrent de les retenir depuis la rive opposée. Les Romains ont aussi très bien utilisé leurs troupes auxiliaires. Certains soldats bataves, célèbres pour leur capacité à nager à travers les rivières en équipement complet, ont traversé la Medway séparément et ont attaqué les Bretons depuis une direction inattendue. Peu à peu, la ligne britannique a commencé à se briser. Vaincus à la Medway, les Bretons se sont repliés vers la Tamise. Les Romains les ont suivis, traversant les terres marécageuses de l'Essex, où le terrain difficile leur a coûté des hommes, mais l'avancée ne s'est pas arrêtée. Peu de temps après les combats près de la Tamise, Togidumnus est mort. Sa mort a été un coup dur pour la résistance britannique. Aulus Plautius, le commandant romain, a alors arrêté l'armée et a envoyé chercher l'empereur Claude lui-même. Claude est venu en Bretagne pour s'attribuer la gloire de la victoire. Au moment où il est arrivé, les combats les plus durs avaient déjà eu lieu. Les Catuvélaoni étaient affaiblis.
leurs chefs divisés, et leur capitale était à portée de main. Claude marcha avec l'armée pour la dernière étape de la campagne, recevant la reddition de plusieurs rois britanniques en chemin. Pour Rome, c'était un moment de triomphe, mais la conquête n'était pas vraiment terminée. Caratacus s'est échappé avec sa famille, ses partisans et son trésor. Il s'est enfui vers l'ouest, au-delà de la portée de la première victoire de Rome, déterminé à poursuivre le combat. Alors que certains chefs britanniques se sont soumis et ont été récompensés, d'autres se sont préparés à des années de résistance. Après les premières victoires romaines dans le sud-est, la conquête de la Bretagne a commencé à s'étendre. Vespasien, l'un des commandants les plus compétents de Rome, a mené ses troupes vers l'ouest. Ville après ville et forteresse après forteresse tombaient devant lui. Il a soumis les tribus locales, capturé des établissements fortifiés et étendu la puissance romaine plus avant dans l'île. Sa campagne atteignit au moins Exeter, qui devint plus tard une base importante pour la 2e Légion Augusta. En même temps, d'autres forces romaines se sont déplacées vers le nord. La 9e Légion Hispana a été envoyée vers la région de Lincoln, aidant à sécuriser le flanc est de la conquête. Puis, en l'an 47 après Jésus-Christ, un nouveau gouverneur arriva, Publius Ostorius Scapula. Il porta son attention vers l'ouest, où les tribus du pays de Galles et des régions frontalières se révélaient bien plus difficiles à vaincre. Parmi les ennemis les plus féroces de Rome se trouvaient les Silures du sud-est du pays de Galles. Ils connaissaient bien leur pays. Ses collines, ses forêts et ses terrains accidentés en faisaient un endroit parfait pour les embuscades et les attaques soudaines. Sous la direction de Caratacus, ils menèrent une guerre de guérilla acharnée contre les envahisseurs. Caratacus s'était échappé après la chute du sud-est, mais il ne s'était pas rendu. Au pays de Galles, il devint le symbole de la résistance continue. Pendant des années, il attaqua les Romains en profitant d'un terrain difficile, refusant de les laisser transformer la conquête en paix. Finalement, cependant, Caratacus choisit de tout risquer lors d'une bataille rangée. Ce fut une décision qui lui coûta cher. Les Romains le vainquirent et il s'enfuit vers le nord, chez les Brigantes, une puissante tribu. Leur reine, cependant, avait conclu sa propre paix avec Rome. Soit incapable, soit peu désireuse de le protéger, elle livra Caratacus aux envahisseurs. Avec la capture de Caratacus, l'un des grands chefs de la résistance britannique avait disparu, mais l'Ouest n'était pas encore totalement conquis. Lorsque Néron devint empereur en l'an 54 après Jésus-Christ, une nouvelle campagne commença. Il nomma de nouveaux gouverneurs qui étaient plus disposés à s'aventurer vers l'ouest. Les armées romaines avancèrent et attaquèrent Anglesey, une île sacrée et un centre du pouvoir druidique. L'attaque contre Anglesey fut brutale et symbolique. Rome ne combattait plus seulement des guerriers, elle essayait de briser le cœur spirituel de la résistance. Mais avant que le pays de Galles ne soit complètement soumis au contrôle romain, une catastrophe éclata dans le sud-est. En l'an 60 ou 61 après Jésus-Christ, Boudica se souleva en rébellion et l'armée romaine fut contrainte de faire demi-tour. La conquête du pays de Galles devrait attendre. À l'est de la Grande-Bretagne, les Icénies avaient autrefois été alliés de Rome. Leur roi avait tenté de protéger son peuple en léguant son royaume conjointement à ses filles et à l'empereur. Mais à sa mort, Rome a ignoré ses volontés. Les fonctionnaires romains ont traité les Icénies non pas comme des alliés, mais comme un peuple conquis. Leurs terres ont été saisies, leurs nobles humiliés, et leurs familles royales brutalisées. La veuve du roi Boudica a été fouettée, et ses filles ont été maltraitées. C'était une insulte destinée à les briser. Au lieu de cela, cela a mis le feu aux poudres. Boudica s'est soulevé en rébellion, et des milliers de personnes l'ont rejointe. Les rebelles ont attaqué Camulodunum. La ville était mal défendue, et les vétérans romains qui y vivaient ont été submergés. Les temples, les maisons et les rues ont été consumés par le feu. La colonie a été détruite. Ensuite, l'armée de Boudica s'est dirigée vers Londinium, une ville commerçante romaine en pleine expansion. Le gouverneur romain savait qu'il ne pouvait pas la sauver. Il a abandonné la ville et ceux qui sont restés ont été massacrés. Londinium a ensuite été incendié. Pendant un moment, la Bretagne romaine a semblé proche de l'effondrement. De grandes villes avaient été détruites et la rébellion était devenue la plus grande crise que Rome ait connue sur l'île. Mais Suétone rassembla ses forces et choisit soigneusement son terrain.
Bien qu'en nette infériorité numérique, les Romains étaient disciplinés, lourdement armés et entraînés précisément pour ce type de combat. Les guerriers de Boudica arrivèrent en grand nombre, mais la passion seule ne pouvait pas briser la ligne romaine. Lors de la bataille finale, les légions tinrent bon. Ils attendirent, avancèrent et taillèrent en pièces l'armée rebelle avec une efficacité brutale. La révolte fut écrasée. Boudica ne tomba pas entre les mains des Romains. Selon la tradition, elle mourut peu après, peut-être par empoisonnement, choisissant la mort plutôt que la capture. Sa rébellion a échoué, mais son nom a survécu. Boudica est devenue plus qu'une reine vaincue. Elle est devenue le souvenir d'une Bretonne qui s'est rebellée, farouche, blessée et refusant de s'agenouiller en silence devant Rome. Après que la rébellion de Boudica ait été écrasée, Rome reprit le lent travail de la conquête. Le sud et l'est étaient désormais fermement sous contrôle romain, mais le nord restait incertain. Là-bas, le peuple le plus puissant était celui des Brigantes, une grande confédération tribale dont les terres s'étendaient sur une grande partie du nord de la Bretagne. Pendant un certain temps, Rome avait évité une guerre ouverte avec eux. Leur reine avait été une alliée précieuse. Des années plus tôt, elle avait livré Caratacus aux Romains, prouvant ainsi où allait ses loyautés. Mais son règne était troublé. Son ancien mari, Vanusius, s'est retourné contre elle et a mené une rébellion. En l'an 69 après Jésus-Christ, la reine Cartimandua ne pouvait plus tenir. Elle a appelé Rome à l'aide. Les forces romaines l'ont secourue, mais elles ne lui ont pas rendu son pouvoir. À la place, Vanusius est resté au pouvoir. Pour Rome, cela représentait un danger. Une reine alliée avait été écartée, et un dirigeant hostile contrôlait désormais l'une des plus grandes puissances tribales de Bretagne. L'équilibre dans le nord avait changé, et Rome avait désormais le prétexte dont elle avait besoin pour agir contre les Brigantes. La puissance romaine avança depuis plusieurs directions. À l'est, ils avancèrent avec la 9e Légion. À l'ouest, d'autres forces progressaient à travers les vallées fluviales et les cols montagneux du nord de l'Angleterre. Des forts furent construits, des routes tracées et des camps militaires apparurent à travers le paysage. Les Romains ne faisaient pas que traverser le nord, ils étaient en train de le verrouiller. Carlisle devint l'une des principales places fortes de cette avancée. Cneius Julius Agricola, qui allait plus tard devenir l'un des gouverneurs les plus célèbres de la Bretagne romaine, joua également un rôle lors de ces campagnes. En tant que commandant de la 12e Légion, il a aidé à faire avancer la puissance romaine par les routes de l'Ouest. La stratégie était prudente et puissante. Les forces romaines ont progressé à travers les vallées, franchi les cols et longé la côte. Ils ont construit des forts au point stratégique, surveillé les routes, contrôlé les rivières et traversé le cœur des territoires tribaux. Au début des années 70 après Jésus-Christ, les Romains ne se contentaient plus de tenir le sud de la Bretagne. Ils s'enfonçaient loin dans le nord. La conquête de la Bretagne entrait dans une nouvelle phase. Rome ne se contentait plus de gouverner depuis le sud. Elle voulait contrôler toute l'île. À la fin des années 70 après Jésus-Christ, Rome s'était étendue bien au-delà des premières terres qu'elle avait conquises en Bretagne. Mais l'île n'était pas encore entièrement sous contrôle romain. Lorsqu'Agricola devint gouverneur, il entreprit d'achever ce que les commandants précédents avaient commencé. Il utilisa à la fois la force et la diplomatie. Certaines tribus furent vaincues au combat. D'autres furent persuadées d'accepter la domination romaine par la négociation, la pression et la promesse de la paix. Une fois qu'une région avait été soumise, Agricola s'assurait que Rome puisse la conserver. Il construisit des forts dans les territoires nouvellement conquis, plaçant des soldats là où une rébellion risquait le plus d'éclater. Ces forts n'étaient pas seulement des postes défensifs, ils étaient des symboles de la puissance romaine, construits pour surveiller les routes, garder les vallées et rappeler aux populations locales qui régnaient désormais sur le territoire. En 80 après Jésus-Christ, Agricola marcha vers le nord, dans ce qui est aujourd'hui l'Écosse. Son armée traversa les basses terres et pénétra profondément dans le pays. Il ne se précipita pas vers le sud. Au lieu de cela, il prit le temps de sécuriser ce qui avait été conquis, de renforcer sa position et de resserrer la mainmise de Rome sur les terres derrière lui. Puis Agricola alla plus loin. Il utilisa à la fois l'armée et la flotte, longeant les côtes et frappant le nord de la Bretagne par terre et par mer. Les navires romains accompagnaient l'avancée.
transportant des provisions, explorant le littoral et montrant aux tribus du Nord que Rome pouvait les atteindre même au-delà des routes. La plus grande épreuve eut lieu lors de la bataille de Mons Gropius. Là, les tribus du Nord se rassemblèrent sous la direction d'un chef nommé Calligacus. Ils affrontèrent Agricola dans une ultime tentative pour arrêter l'avancée romaine, mais l'armée romaine était trop disciplinée, trop expérimentée et trop bien organisée. La bataille se termina par une victoire décisive des Romains. Pendant un instant, il sembla que Rome pourrait conquérir toute l'île. Après la victoire, Agricola continua de sécuriser le nord avec des forts, des routes et des camps militaires. Dans le sud de l'Écosse, des forts apparurent sur d'importants territoires tribaux, transformant la région en une zone militaire surveillée. Certaines zones étaient très occupées, tandis que d'autres, peut-être en paix avec Rome et non considérées comme une menace, semblaient avoir été épargnées. Mais le temps d'Agricola en Bretagne ne dura pas. En l'an 84 après JC, il fut rappelé à Rome. Il avait étendu le pouvoir romain plus au nord que jamais auparavant. Il avait vaincu plusieurs tribus, construit des routes et des forts le long de la frontière et rapproché Rome du seuil de la conquête totale. Pourtant, la dernière étape n'a jamais été franchie. Agricola quitta la Bretagne avant que l'île ne puisse être complètement soumise, et l'extrême nord échappa durablement au contrôle de Rome. Après le départ d'Agricola de la Bretagne, l'avancée de Rome vers l'extrême nord commença à s'estomper. Les gouverneurs qui lui ont succédé ne sont pas nommés dans les archives qui nous sont parvenues, mais une chose est claire. Ils n'ont pas poursuivi sa grande avancée. Qu'ils aient manqué de volonté, de soldats ou du soutien de Rome, le résultat fut le même. Le rêve de conquérir toute la Bretagne fut discrètement mis de côté. Les signes de la retraite apparurent bientôt. La raison était simple. L'extrême nord était une terre difficile. Ses habitants étaient difficiles à soumettre. Sa terre offrait peu de récompenses, et toute guerre là-bas pouvait durer des années. Pour Rome, le coût de la maintenir pouvait être supérieur à tout ce que la région pouvait rapporter. Alors les Romains ont changé leur plan. Plutôt que de continuer à avancer sans cesse vers le nord, ils ont choisi de renforcer ce qu'ils contrôlaient déjà. Lorsque Hadrien est devenu empereur, la politique de Rome en Bretagne a de nouveau changé. Au lieu de continuer à avancer sans cesse vers le nord, Hadrien a choisi de sécuriser la province derrière une frontière forte et permanente. Aux alentours de l'an 122 après Jésus-Christ, la construction du mur d'Hadrien a commencé, s'étendant à travers le nord de la Bretagne. C'était bien plus qu'un simple mur. C'était un message. Rome avait décidé où son monde s'arrêterait. Pendant une génération, le mur d'Hadrien a marqué la frontière de la Bretagne romaine. Mais après la mort d'Hadrien, le nouvel empereur Antonin voulait montrer que Rome avançait toujours. Il n'était pas satisfait de simplement défendre la frontière qu'il avait héritée. Il voulait la victoire, la gloire et une nouvelle ligne plus au nord. L'empereur ordonna au gouverneur de Bretagne de marcher au-delà du mur d'Hadrien. En l'an 142 après Jésus-Christ, les Romains avaient repoussé la frontière jusqu'à la ligne entre le Firth of Forth et le Firth of Clyde. Là, ils construisirent une nouvelle barrière, le mur d'Antonin. Il était plus court que le mur d'Hadrien, mais il se trouvait beaucoup plus au nord. Pour l'empereur, c'était la preuve que l'Empire pouvait encore conquérir et continuer à s'étendre. Mais la nouvelle frontière n'a pas duré. En l'an 162 après JC, le mur fut abandonné et les forces romaines se replièrent de nouveau sur le mur d'Hadrien. L'ancienne frontière était plus solide, plus facile à défendre et mieux adaptée au contrôle à long terme de la Bretagne. Même après cela, les armées romaines ont encore pénétré profondément en Écosse à plusieurs reprises. Ils ont construit des camps temporaires, lancé des campagnes et tenté encore et encore de briser la puissance des tribus du Nord, mais le schéma est resté le même. Rome pouvait envahir l'extrême nord, y remporter des batailles, y construire des forts, des routes et des murs, mais elle ne pouvait pas conserver l'extrême nord pour toujours. L'une des dernières grandes tentatives romaines de conquête du Grand Nord eut lieu en l'an 209 après Jésus-Christ, sous l'empereur Septime Sévère. À cette époque, Rome régnait sur une grande partie de la Bretagne depuis plus de 150 ans. Le mur d'Hadrien marquait toujours la frontière la plus solide de la province, mais au-delà, les tribus du Nord restaient invaincues.
Sévère affirmait que les tribus du Nord l'avaient provoqué. En réponse, il rassembla une armée immense et marcha au-delà du mur d'Adrien. Cependant, les Calédoniens évitaient le type de bataille ouverte que Rome préférait. À la place, ils utilisaient la terre elle-même comme une arme. Ils frappaient soudainement, disparaissaient dans un terrain difficile, coupaient les ravitaillements et épuisaient les Romains. Plus Sévère avançait profondément, plus la campagne devenait coûteuse. Les sources antiques affirment que les pertes romaines étaient énormes. Que le chiffre soit exact ou exagéré, le sens est clair. Rome a payé cher chaque mille qu'elle a gagné. Sévère a combattu brutalement et les tribus du Nord ont terriblement souffert. Des villages ont été attaqués, des terres ont été dévastées et la campagne a laissé de profondes cicatrices. Pourtant, même avec toute la puissance de l'Empire derrière lui, Sévère n'a pas pu transformer la Calédonie en une province romaine solidement contrôlée. Finalement, il se retira derrière le mur d'Adrien. Sévère prévoyait de reprendre la guerre, mais il n'en eut jamais l'occasion. En l'an 211 après Jésus-Christ, il mourut à York. Son fils Caracalla abandonna la campagne et fit la paix. Plus tard, les empereurs enverraient encore des armées au-delà du mur, mais l'époque des grandes conquêtes touchait à sa fin. Rome surveillait toujours le nord. Elle essayait toujours d'influencer les tribus au-delà du mur par la diplomatie, des paiements, des menaces et parfois la force. Le christianisme finirait également par se répandre dans ces régions frontalières. Pourtant, la vérité ultime demeurait inchangée. Les Romains avaient conquis une grande partie de la Bretagne, mais l'extrême nord ne leur appartint jamais vraiment. La domination romaine a changé la Bretagne à jamais. Elle a apporté des routes, des villes, des forts, des marchés, des bains, des temples et une nouvelle façon d'organiser la vie. Le latin a pénétré le gouvernement et le commerce. Le droit romain a façonné le pouvoir local. Et la Bretagne est devenue liée à un monde beaucoup plus vaste de soldats, de marchands, de fonctionnaires et d'idées. Mais l'influence romaine n'a jamais été la même partout. Dans les villes et les basses terres, la vie est devenue profondément romanisée, tandis que dans les campagnes et le Grand Nord, les anciennes traditions britanniques ont survécu. Le résultat n'a pas été la fin du passé de la Bretagne, mais le début d'un nouveau monde mêlé, en partie autochtone, en partie romain, et différent de tout ce que l'île avait connu auparavant.